for the heavyweight championship of the world. For the thousands in attendance and the millions watching around the world, let's get ready to rumble! Dans la préface à la phénoménologie de l'esprit, Hegel écrit « À la satisfaction d'un esprit, on mesure l'étendue de sa perte. » Je voudrais commencer par réfléchir à partir de cette phrase. Le premier truc à relever, c'est le mot « étendu ». Ça nous situe sur un mode quantitatif. C'est un petit peu comme si le monde de l'esprit, comme le monde physique, était représenté sur une carte. Voilà le territoire possible à explorer, avec ses différentes régions. Suivant son ambition philosophique, Hegel parcourt le domaine de l'esthétique, de la science, de la métaphysique, etc. M. Dupont, quant à lui, a un autre rapport à la connaissance. En dilettante, il se cultive, lit un peu de philosophie de temps en temps, regarde des vidéos YouTube de vulgarisation scientifique, va au cinéma voir la dernière Palme d'Or. Mais il ne creuse pas plus que ça. Ce n'est pas un chercheur en philosophie ou en sciences. Il n'est pas non plus un cinéphile insatiable qui avale un crocodile au reflet entre deux films passant rue Champollion. Il se contente de cette relation plutôt légère avec les territoires potentiels de l'esprit. Parce que oui, en effet, on peut imaginer que chaque domaine est comme un territoire. Un peu comme visiter une ville. Est-ce qu'on se contente des lieux incontournables, ou est-ce qu'au contraire, on se perd dans les quartiers qui ne sont même pas mentionnés dans le guide du routard? On disait que c'est une approche quantitative. Parce qu'on dirait bien que cette phrase permet de procéder à des comparaisons. Un esprit parcourt des étendues plus ou moins vastes. Hegel connaît plus de choses que M. Dupont. La position de Hegel est donc surplombante. Elle permet de juger. Hegel se trouve là et constate que l'esprit de M. Dupont se satisfait de moins de 10% de ce que lui a exploré. Il s'autorise ainsi à considérer la perte de M. Dupont, c'est-à-dire tout ce qu'il aurait pu explorer, mais qu'il ne connaîtra jamais, à cause de cette satisfaction. Une autre traduction de la phrase, c'est « À la facilité avec laquelle l'esprit se satisfait, on peut mesurer l'étendue de sa perte. » La notion de facilité souligne une dimension de l'aspect quantitatif. Ça fait écho à la question de la puissance ou de la performance. Un peu comme avec un jeu vidéo. Celui qui joue en difficile peut avoir le sentiment d'accéder à une expérience plus riche que celle qui est proposée en facile. Peut-être plus stressante, donc plus immersive, plus réaliste, donc plus engageante émotionnellement. Quand son pote lui dit « Moi je préfère jouer en facile », il répond « Tu sais pas ce que tu loupes ». Sous-entendu, si tu étais un peu plus exigeant, si tu ne te satisfaisais pas du premier truc venu, tu te donnerais l'occasion de vivre des expériences plus intéressantes. Je prends cet exemple pour montrer ce que la phrase de Hegel peut avoir d'intuitif. On a tous expérimenté ça un jour quand on a commencé à s'intéresser à quelque chose. Disons par exemple la poésie. On commence par lire les poètes les plus connus, Rimbaud, Baudelaire, Mallarmé. Et puis, parce que ça nous rend curieux, on découvre d'autres choses du siècle suivant, René Char, Henri Michaud, Antonin Artaud. Puis des choses encore plus récentes, Jacques Dupin, André Dubouchet, la revue L'Éphémère. Puis des choses encore moins connues, Guy Viard, Cédric de Mangeot, la revue Conséquences. Et alors qu'on creuse, on se retourne sur le début de cette exploration et on se dit « À côté de quoi serais-je passé si je m'étais arrêté à Baudelaire et Rimbaud ?» Il ne s'agit pas de dire que Baudelaire et Rimbaud sont limités. Sans doute peut-on passer une vie entière sur chacune de ces œuvres. Mais, de fait, on a découvert des horizons très variés qui nous seraient restés inconnus. Ça me fait penser à l'effet de Dunning-Kruger. En gros, plus on en sait sur un sujet, moins on se sent compétent, et moins on en sait, plus on a confiance dans ses capacités. Ça s'explique très facilement. Imaginez un domaine de connaissances. On le représente par un arbre. Au début, on est sur le tronc, et on pense que le tronc, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Du coup, on se dit qu'on sait grosso modo le principal. Mais assez rapidement, alors qu'on se renseigne, une information nous indique qu'il y a plusieurs embranchements. On peut étudier ce domaine selon différents angles. On suit une des 4 branches et on a maintenant à l'esprit que l'on n'explore que 25% du domaine. Si on en restait là, ça continuerait de nous donner confiance. Connaître grosso modo le quart de quelque chose, c'est suffisant pour pouvoir en parler. Mais on ne s'arrête pas là et très vite il y a un autre embranchement, puis un autre, et encore un autre. Et comme on pige que ça fait pareil de l'autre côté, on comprend vite que notre connaissance est infime. Plus on découvre de choses, plus la proportion de ce qu'on connaît, relativement à ce domaine, nous paraît infime. Au contraire, moins on parcourt le champ de connaissances, plus il nous semble petit et maîtrisable. Ce qui est un peu chiant malgré tout dans cette lecture quantitative, c'est qu'elle est trop linéaire. En fait, ça suppose une progression toute simple, et ça laisse entendre que « qui peut plus peut le moins ». Donc celui qui a beaucoup bossé un sujet saurait exactement ce que comprend celui qui débute. Ça donne une raison à la condescendance, au snobisme,
Et ça suppose un drôle de rapport à la culture et à la connaissance. Comme si chaque approfondissement englobait l'expérience précédente, la contenait et l'élargissait. Ça paraît peut-être intuitif, mais c'est un peu limité. C'est une sursimplification. Ça empêche d'imaginer qu'il y a des modes de compréhension, des façons d'approcher la réalité beaucoup plus variées que cette simple addition d'expériences ou de connaissances. Un exemple pour illustrer ça, c'est la manière dont Spinoza traite la cécité. Dans une célèbre lettre qu'il adresse à Blyenberg, il interroge l'idée de privation avec le cas d'une personne aveugle. Nous disons, par exemple, qu'un aveugle est privé de la vue, parce que nous l'imaginons facilement clairvoyant, soit par comparaison avec d'autres hommes, clairvoyants, soit que nous comparions l'état présent de cet homme avec son état passé, du temps qu'il voyait. Quand donc nous considérons cet homme de la sorte, comparant sa nature avec celle d'autres individus, ou avec sa nature antérieure, nous affirmons que la vision appartient à sa nature et, pour cette raison, nous disons qu'il en est privé. Mais, si l'on a égard au décret de Dieu et à la nature de ce décret, on ne peut pas plus dire que cet aveugle est privé de la vue qu'on ne peut le dire d'une pierre, car à ce moment-là, il serait aussi contradictoire que la vision lui appartint qu'il le serait qu'elle appartint à la pierre, puisque rien n'appartient à cet homme et ne peut être dit sien que ce que l'entendement et la volonté de Dieu lui a accordé. Rappelez-vous, pour les gens qui ont peur du mot Dieu, que chez Spinoza c'est différent, et pour aller très vite, que c'est synonyme de nature. La cécité de l'aveugle est pour nous un mal, un manque, parce que nous pensons que la vision appartient à sa nature, à savoir qu'un être humain, c'est censé être capable de voir, que c'est une puissance qu'un être humain peut légitimement s'attendre à avoir, et que donc par conséquent, l'aveugle en est privé, il manque la vision. Je dis censé pour dire ce qui est supposé, ce à quoi on s'attend, ce qu'on prend pour acquis. On prétend connaître la nature d'un être humain et donc on pense savoir ce qui correspond à ce qu'un être humain est censé être, et ce qui est anormal pour un être humain, ce qui n'appartient pas à sa nature. Et pourquoi s'autorise-t-on à penser cela ? Précisément parce que nous comparons les choses entre elles. On compare l'aveugle à d'autres hommes. Donc on se fait rapidement une idée de l'homme, souvent assez étroite d'ailleurs, et tout ce qui s'en éloigne est observé comme ce qui n'est pas normal. Deux familles de réactions dominent vis-à-vis de ce qui sort de la norme, la peur, le dégoût, le rejet d'une part, l'admiration, l'envie, le respect de l'autre. Et parfois un petit mélange des deux, un peu malsain. La phrase de Hegel, on a l'impression qu'elle renvoie bien à notre monde, à notre tendance spontanée à penser qu'il y a tout simplement une jauge de connaissances et qu'on se situe plus ou moins au-dessus en fonction de la somme de ce qu'on sait ou alors de la puissance de son esprit critique. C'est ça la puissance intellectuelle. Bac plus 2 les enfants. Ça m'intéresse d'autant plus de soulever tout ça parce qu'il est vrai qu'un monde individualiste nourrit ce type de disposition mentale et que ça excède la seule question de la connaissance. On est constamment invité à comparer notre situation avec celle des autres, on essaie de savoir où on se situe. Alors on se demande, consciemment ou non, est-ce que je suis plutôt à plaindre ou plutôt à envier ? Et quand on se demande est-ce que je suis bon, on se demande en fait est-ce que je suis plutôt meilleur que la moyenne des gens ? En général, on vise toujours le niveau supérieur, parce qu'on s'habitue à son quotidien, on prend pour acquis sa situation et ensuite on se fixe un nouvel objectif qui devrait nous rendre heureux comme la dernière fois qu'on a atteint un objectif. Alors on fait des efforts pour y arriver et on est récompensé. Spinoza dit aussi quelque chose là-dessus, je ne sais plus où. Ce n'est pas tant notre niveau de bonheur qui importe que la différence avec le niveau précédent. Ou, pour le dire autrement, on donne plus d'importance au passage d'un degré inférieur à un degré supérieur de perfection qu'au degré lui-même. Exemple, quelqu'un qui gagne 1500 € par mois et apprend qu'il passe à 1600 sera beaucoup plus heureux que quelqu'un qui gagne 3500 et qui apprend que son salaire tombe à 3300. On ne s'étonne pas chaque matin d'avoir un toit au-dessus de la tête et de quoi manger dans le frigo. Ça nous semble normal. Donc pour revenir à l'exemple de l'aveugle chez Spinoza, il faut comprendre que dès qu'une chose nous semble normale, c'est-à-dire dès qu'une chose est une norme pour nous, alors le verbe censé intervient. Inconsciemment, on pense « je suis censé avoir 2 yeux fonctionnels » ou « je suis censé avoir un toit au-dessus de la tête et de quoi manger ». Plutôt que de s'émerveiller tous les jours de la chance, au sens propre, qu'on a d'être en vie, on prend tout un tas de trucs pour acquis. La vision pour ceux qui voient, l'ouïe pour ceux qui entendent, etc. Attention, mon discours se situe ici sur un plan davantage métaphysique ou existentiel qu'éthique et politique. Je ne suis pas en train de dire que les gens qui vivent dans la misère devraient déjà s'estimer heureux d'être en vie. Évidemment, si des gens arrivent à être heureux parce qu'ils s'émerveillent du seul fait d'être en vie, c'est super cool et on est tous admiratifs. Mais ça ne change rien au fait que, partant du principe qu'une telle disposition mentale est quasi impossible à avoir pour la plupart d'entre nous, on ne saurait remettre en cause la responsabilité de la société à redistribuer les richesses pour éviter les inégalités arbitraires. C'est le souci avec le même First World Problem. Bien sûr, on peut en rigoler quand on parle de fringues pas à la mode ou de réservations au restaurant annulées. Mais on ne va pas se mettre à niveler par le bas non plus.
Donc ne nous trompons pas de raisonnement, c'est pas parce que des gens vivent avec moins de 1 euro par jour que c'est OK pour le gouvernement français de baisser les APL. Bref, revenons à ce principe psychologique donc et à cette phrase de Hegel. C'est une dynamique de conquête, d'appropriation. Ça fonctionne aussi bien pour l'accumulation de biens matériels, la recherche du pouvoir, la colonisation des pays, ou la quête de connaissances donc, puisqu'on était parti de là. Bref rappel, comme on l'évoquait brièvement dans la deuxième vidéo sur le confinement, Baudrillard met en lumière dans ses 2 premiers ouvrages que la valeur d'usage des objets est fortement concurrencée par la valeur symbolique. On achète de moins en moins des choses en tant qu'outils et de plus en plus en tant que signes distinctifs, c'est-à-dire des codes qui nous font appartenir à un groupe social plutôt qu'à un autre. La soif d'accumulation et de signes distinctifs touche aussi notre désir d'expérience. On veut les meilleures vacances, les plus beaux voyages, les meilleures soirées. Et aussi les meilleurs raisonnements, les plus belles pensées. Cette fuite en avant consumériste concerne aussi la connaissance. Et ça ne manque pas d'enjeux symboliques. Ceux qui découvrent l'esprit critique ou la zététique peuvent avoir tendance à s'en enorgueillir. Avoir l'impression qu'on décode les erreurs les plus fréquentes dans les raisonnements d'autrui, ça donne aussi une position de surplomb. Ça ferait croire qu'on en sait plus et que nous, on arrive mieux à comprendre la réalité. Quand on se lance dans une ascension culturelle ou intellectuelle, on sent qu'on a besoin d'accumuler les connaissances, les concepts, les idées, parfois même jusqu'à l'angoisse. À cet égard, j'aime bien rappeler ce que dit Deleuze dans l'abécédaire à la lettre C. C pour culture. Quand je dis que je suis dit cultivé, dit un intellectuel, je veux dire une chose très facile, c'est que je n'ai aucun savoir de réserve. Aucun savoir au moins, là, j'aurais pas de problème. À ma mort, il n'y aura pas à chercher ce que j'ai à publier. Rien. Rien parce que j'ai aucune réserve. J'ai rien. J'ai aucune provision. J'ai aucun savoir provisionnel. Et tout ce que j'apprends, je l'apprends pour telle tâche. Et la tâche faite, je l'oublie, si bien que 10 ans après, je suis forcé, alors ça me donne beaucoup de joie, si je suis forcé de me remettre dans quelque chose de voisin ou dans le même sujet, je dois recommencer à zéro. Il y a un sens de la légèreté dans ce qu'il dit. J'apprends quelque chose pour une action, fût-elle mentale, et ensuite j'oublie, je me débarrasse de ce savoir encombrant, de ces provisions culturelles. Si on reprend la carte hegelienne, Deleuze, lui, il ne conquiert pas du terrain. Il se déplace furtivement jusqu'au point qu'il a identifié comme stratégique. Ce qui l'intéresse, c'est un autre rapport au territoire mental. Hegel est dans l'occupation. Il veut recouvrir le territoire. Deleuze, lui, il vise des positions, des points de vue, peut-être parce qu'ils permettent une certaine puissance. On passe d'une logique accumulative et totalisante à une logique sélective et fonctionnelle. Tel savoir pour telle utilité. Spontanément, il semblerait que les gens sont plutôt hegeliens. Et une raison pour laquelle la position hegelienne est séduisante, c'est que la logique accumulative implique une croyance, à mon avis, erronée, qu'on a déjà évoquée tout à l'heure, à savoir l'idée selon laquelle qui peut le plus peut le moins. Comme si, en apprenant plein de choses, je conservais un accès à l'état d'esprit que j'avais avant d'apprendre ces choses. Comme si, accumuler de la connaissance me permettait de cumuler les points de vue. Celui qui sait rien, celui qui sait un peu, celui qui sait beaucoup, etc. Une façon de représenter cette croyance, c'est de dire qu'on a tendance à voir l'esprit comme un ordinateur. Genre, apprendre un truc, c'est ajouter un fichier, apprendre une technique, maîtriser un savoir-faire, c'est ajouter un logiciel, etc. Et on croit qu'on a toujours accès à l'architecture fondamentale de notre esprit, ce lieu neutre et non biaisé, où on peut taper des lignes de commande si on veut repartir de zéro pour reprogrammer notre cerveau. On se dit, travailler ces raisonnements, apprendre des choses, ce sont de simples ajouts. Ça ne modifie pas le système d'exploitation. C'est une erreur. Apprendre quelque chose, c'est changer son esprit, même de manière imperceptible. C'est donc déplacer son point de vue. Il faut au contraire imaginer qu'à chaque ligne de commande qu'on tape, on transforme le système d'exploitation. On fait bouger l'architecture de notre esprit. Un autre gros problème avec cette conception de l'esprit comme système d'exploitation, c'est qu'elle tend à faire croire qu'avoir une bonne capacité de calcul, ou que savoir traiter correctement les informations sans être trop biaisé, ça permet de penser n'importe quelle situation, de réfléchir à n'importe quelle question. Je passe sur le fait que ça me paraît impossible de penser sans être sujet au moindre biais, ce n'est même pas le problème. Le problème, c'est de croire que cet esprit idéal qui traiterait parfaitement les informations peut tout penser. Et c'est à mon avis un point central de ce qu'on appelle les Science Wars. Du youtubeur zététicien bien intentionné à Sokal et Bricmont, on retrouve cette idée selon laquelle on pourrait juger les travaux de sciences humaines et sociales sans avoir passé des années à les fréquenter, simplement parce qu'on serait doué d'une bonne capacité de réflexion. D'un côté, on accepte l'idée qu'il soit difficile de comprendre un énoncé mathématique et que cela demande des années de travail pour devenir physicien, mais de l'autre, on feint d'ignorer qu'il faut le même type d'engagement et la même quantité de temps passé
pour comprendre une théorie anthropologique, par exemple, pour maîtriser les concepts qui permettent de penser la société. On se dit « j'ai une capacité de raisonnement suffisante pour réfléchir aux problèmes du monde ». Notez d'ailleurs qu'on ne se dit pas ça par pure confiance dans l'esprit humain, parce qu'on croit que tout le monde peut réfléchir aux problèmes du monde. C'est plutôt parce qu'on se pense capable, soi-même, en vertu de certaines capacités intellectuelles. Ce qui fait d'ailleurs qu'on ne se dit pas « il faudrait que je lise de la philosophie et que je prenne du temps à essayer de méditer ces différentes manières de penser ». Il y a une situation qui illustre pourquoi ce sont majoritairement ceux qui ont une formation en sciences dures qui font cette erreur. Car oui, vous avez remarqué, on entend rarement un sociologue se prononcer sur une théorie physique. Quand je donnais cours à la fac, je me disais que j'étais content de ne pas être prof de maths, pour ne pas vivre l'angoisse de tomber sur Will Hunting, un étudiant surdoué qui te met l'affiche devant toute la classe. Mais monsieur, on peut résoudre ce problème bien plus facilement, regardez. Parce qu'en fait, ça n'existe pas les surdoués en philo. Il n'y a jamais un étudiant ou une étudiante de 18 ans capable de révéler une subtilité conceptuelle à un prof ou une prof plus expérimenté. Pourquoi ? Parce que ça prend du temps, les sciences humaines et sociales. Un temps incompressible. C'est le temps qu'il faut pour tisser une relation avec les concepts, avec les mots, avec des formes langagières auxquelles on n'est pas habitué, avec des manières de réfléchir qui débordent de la forme logique. Parce que ça prend un temps très long d'apprivoiser un point de vue différent sur le monde. Parce qu'il n'y a pas de niveau facile en philosophie. Ça demande toujours une contorsion mentale de comprendre ce qu'une pensée implique. Et cette contorsion requiert de la souplesse. Il faut assouplir son esprit. Au moins à ce niveau-là, les chercheurs en sciences humaines et sociales font une expérience directe de ce que ça implique de changer son point de vue. En philosophie, maîtriser un concept implique de pouvoir adopter son point de vue, c'est-à-dire de pouvoir sentir ce que cela implique de penser et vivre à travers lui. Ce déplacement de point de vue prend du temps et surtout il est irréversible. On ne peut plus faire comme avant. On ne peut pas oublier ce qu'on a ressenti en pensant avec ce concept. On ne peut pas oublier l'image du monde que ce concept nous a présenté quand on l'a adopté. Et je ne sais pas si ceux qui ont une formation en sciences dures se rendent bien compte de ça. Que même s'ils sont très très intelligents, il leur faudrait quand même passer 4 ou 5 ans avec un philosophe pour commencer à le comprendre. Il faut dire que ces disciplines ne présentent pas le même genre de difficultés. Celles des sciences dures sont plus évidentes, plus visibles. Il faut déjà réussir à déchiffrer ce qui est écrit. Donc ça paraît objectivement plus compliqué. Les difficultés associées aux sciences humaines et sociales ne s'imposent pas au premier coup d'œil, puisqu'elles se révèlent avec le temps, et qu'elles impliquent un travail d'incarnation. Il faut que ça transforme le corps de l'intérieur. Oui, parce que pour penser, il faut un corps, et on ne saurait sous-estimer le rôle que le corps joue dans l'élaboration de nos pensées. C'est pour ça que non, qui peut le plus ne peut pas le moins. Apprendre, ça transforme. En fait, il faudrait dire « qui peut le plus perd complètement de vue ce que c'était de ne pas pouvoir ». Pour reprendre la dimension matérielle, parce qu'elle est facile à imaginer, devenir riche, c'est perdre de vue tout un tas d'expériences associées au fait d'être pauvre. Quand on possède beaucoup d'argent, on peut vite avoir peur de le perdre. Ce souci, la crainte de voir sa fortune disparaître, c'est évidemment un souci qui n'existe pas quand on est pauvre. Et le contraire est vrai aussi. Quelqu'un de riche n'est pas capable de ressentir la crainte de ne pas pouvoir payer son loyer. Et pour ce qui est de l'intellect, c'est pareil. Développer telle et telle capacité mentale ou acquérir telle et telle connaissance permet certaines expériences et en empêche d'autres. Donc non, encore une fois, qui peut le plus ne peut pas le moins. Mais comme on est pris dans cette croyance fallacieuse, on se dit que multiplier les expériences, c'est forcément mieux. Bon, mais alors, comment aborder les choses différemment ? Il est où l'adversaire de Hegel ? Le voilà. Lao Tzu, contemporain de Confucius, donc au VIe siècle avant Jésus-Christ. Il est considéré a posteriori comme le fondateur du taoïsme, et c'est une véritable machine à citation pour coucher de soleil, puisqu'il aurait dit « Qui se contente de peu est riche ». On retrouve bien là le genre de cliché propre à ce qu'on appelle maladroitement la sagesse orientale. Et comme souvent avec ce genre de cliché, ce n'est un cliché que parce qu'à première vue, c'est intellectuellement facile à comprendre. Mais à mettre en pratique, il faut se rendre à l'évidence que presque personne n'y arrive jamais. D'ailleurs, j'avoue que je suis toujours un peu plus impressionné par celui qui réussit, par la réflexion, à changer sa sensibilité, à transformer son quotidien, rien qu'un peu, que par celui qui est un virtuose du concept, mais continue d'entretenir ses névroses. C'est en cela que je considère que sa phrase répond à celle de Hegel. C'est des styles mentaux très différents. Qui se contente de peu est riche. Oui, on se dit que ça ne demande pas des kilomètres d'exagèse, mais que c'est super difficile à appliquer. Par exemple, un soir chez moi, alors que je me régalais de mon dîner, je me félicitais de sa simplicité. Du riz et une sauce pour l'accompagner avec des oignons et des haricots noirs. Rien de grandiose et pourtant, c'était divin. Je me suis demandé si j'étais en train de me rapprocher de cet idéal taoïste. Mais très vite, je me suis rendu compte que pas du tout. Tout ce que j'ai fait, c'était appliquer une autre phrase, un peu moins ambitieuse. Qui se contente de choses peu chères peut se faire souvent plaisir à peu de frais. Parce que les oignons, je les ai fait revenir dans l'huile avec de l'ail, puis déglacer au vinaigre de cidre.
puis j'ai ajouté du thym, de l'origan, du piment de Cayenne, du chili, de la harissa. Je ne vous raconte pas ça pour exhiber mes vagues compétences culinaires, mais pour expliquer la différence entre peu et peu cher. Mon plat ne m'a peut-être coûté qu'1 € ou à peine plus, il n'empêche qu'il était bourré de saveurs. Je ne me suis pas contenté de peu, puisque mon expérience gustative était pleine à craquer. Se contenter de peu, ce serait prendre autant de plaisir avec un bol de riz blanc, point. Il s'agit donc plutôt de ne même pas chercher à vivre des expériences riches. Mais est-ce que ça veut dire que l'expérience est pauvre? Pas sûr. Et c'est pour ça qu'en fait, cette phrase, elle est peut-être bien plus compliquée qu'il n'y paraît. Si on se contente de peu, cela semble aussi dire qu'énormément de choses sont susceptibles de provoquer notre contentement. Et si on pousse cette logique jusqu'au bout, c'est que chaque situation, même celle qui paraît la plus insignifiante, est perçue comme infiniment profonde. C'est un autre rapport à l'échelle d'intensité des expériences. Ça invite à distinguer les rapports à l'expérience. Et peut-être que la clé se trouve dans le mot qu'emploie Hegel, satisfaction. D'un côté, on aurait un rapport à l'expérience dominé par la recherche d'un état de plaisir. De l'autre, une paix profonde chez celui qui cesse de désirer. D'un côté, une attitude qui nourrit l'excitation et donc le désir de conquête, que ce soit d'ascension sociale, de richesse ou la soif de connaissance. De l'autre, une attitude calme et apaisée. Alors, que perd Lao Tzu? Que perd-on à ne pas vouloir conquérir? Que perd-on si on ne connaît pas le désir de posséder? Rappelons qu'on ne peut perdre que ce qu'on a. Si on a le sentiment de ne rien posséder, on perd la crainte de perdre quoi que ce soit. De la même manière, on ne peut passer à côté d'une chose que si, connaissant son existence, on souhaiterait la connaître. D'où le danger de la comparaison. Twitter ou YouTube font de bons exemples. Si je considère que j'ai acquis des followers ou des abonnés, je peux craindre de les voir partir. Et si je vais regarder le nombre de followers du voisin, je peux être tenté de juger qu'avec mes 230 followers, je passe à côté d'une expérience extraordinaire. Mais attention, pour ce qui est de l'ambition sociale, effectivement, on voit bien l'intérêt de voir les choses ainsi. Mais pour ce qui est de l'ambition intellectuelle, ne risque-t-on pas de tomber dans l'écueil classique de l'imbécile heureux, de la douce ignorance? La portée existentielle de la phrase de Lao Tzu est en réalité beaucoup trop profonde pour que je puisse l'aborder sérieusement ici. Considérons que dans ce combat, le maître taoïste a un peu retenu ses coups, parce que sinon la puissance du coup n'est pas conforme aux règles du MMA. Pourquoi je dis ça? Précisément parce que ce sont deux modes de pensée qui ne fonctionnent pas selon les mêmes règles. La logique d'un côté, avec la nécessité de surmonter la contradiction, afin de produire un discours qui sache rendre raison de la réalité. De l'autre, une approche paradoxale qui cherche au contraire à maintenir la contradiction pour profiter de la tension qui en émerge afin d'en faire une puissance de transformation de l'expérience. Parce que tenter d'embrasser une contradiction discursive sans la résoudre, cela fait travailler la souplesse de notre conscience et permet de développer de nouvelles capacités affectives. Un peu comme chez Spinoza d'ailleurs, puisqu'il s'agit également d'éprouver une situation paradoxale dans la mesure où on se libère précisément quand on reconnaît qu'on est déterminé. Mais donc, qu'en est-il de l'application de cette attitude dans la vie sociale? On dit souvent, à raison me semble-t-il, que les intentions importent peu en politique. Que ça n'a aucun sens de déclarer qu'on est féministe en son fort intérieur si c'est pour balancer des tweets aux effets potentiellement misogynes. En fait, c'est pas tellement que l'intention n'importe pas dans l'absolu, c'est surtout, du moins quand on est conséquentialiste, qu'elle ne pèse pas lourd quand elle est contredite par les effets réels de l'action. Ça me rappelle les gens qui te font du mal et disent ensuite « j'ai pas fait exprès » pour s'excuser. On a envie de répondre « j'aurais voulu que tu fasses exprès de faire attention à ne pas me faire mal ». On se fout de l'intention quand il s'agit d'excuser des pratiques toxiques. Mais on pourrait défendre l'idée que si on avait vraiment la bonne intention, alors justement, on éviterait l'action aux effets néfastes. Avoir l'intention consciente de faire attention aux autres, ça prévient beaucoup de maladresse. Et je crois qu'en ce sens, la phrase de Lao Tzu indique le niveau supplémentaire d'exigence, du point de vue de la vie intérieure, aussi bien pour ce qui est des désirs matériels que de l'ambition intellectuelle. Commençons par la question matérielle, avec l'exemple facile de la consommation. Pour que ce soit convaincant, essayez d'imaginer le truc que vous aimez le plus consommer. Pour certains, c'est la technologie, ils sont fans des smartphones. Pour d'autres, c'est les baskets, les vêtements, les objets de déco, peu importe. Les implications politiques, sociales et existentielles ne sont pas identiques selon les objets que l'on consomme, mais ici, on s'attache au principe commun à tous ces actes de consommation. L'achat d'un symbole, d'un confort ou d'une expérience comme synonyme de plaisir. Subir totalement son désir consumériste, c'est voir dans l'acte de consommation le principal levier d'une quête de plaisir. Ensuite, on peut distinguer différents degrés d'émancipation vis-à-vis de ce désir. C'est une chose de contrer consciemment son désir d'acheter un nouveau smartphone parce qu'on ne veut pas faire le jeu de la société de consommation. C'en est une autre d'avoir carrément éteint ce désir définitivement, qu'il ne représente aucune menace en quelque sorte, qu'il ne soit pas susceptible de surgir sans qu'on s'en rende compte et nous fasse craquer un jour pour tel ou tel produit inutile.
C'en est encore une autre d'avoir débranché sa capacité à profiter des plaisirs associés à la consommation. Que ce soit un nouveau téléphone, mais aussi des bons restaurants, des beaux objets, le confort dans son ensemble, et ce, même si tout ça nous est offert, bien sûr. Rares sont les gens qui pensent sincèrement Toutes choses égales par ailleurs, je préfère un studio à un 2 pièces. ou Je préfère les douches froides. ou Je préfère dormir à même le sol. ça existe, mais c'est pas très fréquent. Et c'est important parce que affect et idée, donc sentiments et idéologie, se nourrissent mutuellement. Les affects donnent des idées. Les sentiments engagent notre conception du monde. De l'autre côté, l'image que nous nous faisons de la réalité, de la société, d'autrui, établit un système de valeurs qui, à son tour, nous pousse à rechercher tel sentiment plutôt que tel autre. Nous naissons dans une société qui n'est évidemment pas neutre idéologiquement. Ainsi, nous héritons d'un système de valeurs qui définit notre relation aux affects. Et, bien entendu, notre rapport aux sentiments va définir nos prises de décision. Donc, par extension, les actions et les conséquences que celles-ci auront sur le monde. Ce qui va venir confirmer ou infirmer la valeur que nous attribuons aux sentiments. Ne questionner que notre rapport aux idées, c'est, en ce sens, faire la moitié du travail. Si on ne se penche pas sérieusement sur notre rapport au plaisir, on laisse rentrer l'idéologie dominante par la porte de derrière. Si, pour reprendre la définition de Michel Foucault, faire preuve d'esprit critique, c'est l'art de n'être pas tellement gouverné, alors je crois qu'il faut aussi prendre en compte les dispositions affectives qui nous gouvernent. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, nourrir le rêve naïf d'une vie sans affect. Plus simplement, il faut garder à l'esprit le rôle que notre relation au plaisir joue dans nos choix de vie. La phrase de Lao Tzu a cette portée. Qui se contente de peu et riche n'implique pas une vie vide, et le mot riche est là pour nous le rappeler. Mais plus il est facile d'être contenté, moins on subit nos désirs tyranniques, et moins nous laissons la course à la satisfaction personnelle définir notre vie. Il ne s'agit pas, je le répète, de responsabiliser l'individu ou le consommateur. Et il est toujours facile de dire à ceux qui n'ont rien « Oh, contentez-vous de peu !» Ce n'est pas le message en jeu ici, d'autant qu'il excède la seule question matérielle. Se contenter de peu, c'est aussi vrai pour la question symbolique. Par exemple, se contenter de peu de followers ou de peu d'abonnés. De manière générale, ne pas désirer de reconnaissance quant à sa valeur personnelle et limiter son ambition. On pourrait être tenté de répondre, mais il faut bien penser la société. Si on ne cherche pas à la comprendre, on ne pourra pas régler ses problèmes. Et en effet, je crois que ce contentement n'implique pas du tout un désintérêt pour les questions sociales. Il s'agit de limiter son ambition personnelle, pas son désir d'aider les autres. Parce qu'on ne saurait concevoir le désir altruiste comme quelque chose qui serait satisfait par un contentement personnel. Peut-être qu'on peut revenir à Deleuze justement pour éclairer Lao Tzu. Travailler et apprendre, mais pour pouvoir faire quelque chose. Donc par exemple, apprendre pour mieux comprendre comment être un ou une bonne pote, un bon père ou une bonne mère. Apprendre pour mieux défendre le féminisme. Apprendre pour mieux lutter contre un système inégalitaire. Apprendre pour les autres en fait, donc apprendre à écouter. Mais pas apprendre pour se sentir plus intelligent ou plus fort. Pas pour devenir un dominant culturel et donner des leçons de rationalité aux autres. Pas pour être fier de savoir plein de choses. Pas pour prouver qu'on a raison. Donc pas pour soi. Donc pas apprendre à imposer son point de vue. Parce que vous savez ce qui est cool avec Lao Tzu, c'est que celui qui se contente de peu est déjà riche. Alors tout le temps qu'il aurait passé à courir après le succès ou la connaissance, il peut le passer à se préoccuper des autres. Salut, à bientôt.